Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez été ministre de la Défense pendant la guerre en Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, et vous avez été son conseiller spécial chargé de la Défense. Vous connaissez bien la dimension sécuritaire de cette crise. En fait, beaucoup d'Ivoiriens disent que la France a été impliquée dès le début de cette crise aux côtés des rebelles. Parce qu'on a tendance à réduire la crise à la crise post-électorale, mais beaucoup établissent un continuum de 2002 à 2011. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques anecdotes de cette implication-là, telle que vous l'avez vécue, de manière pratique? Qu'est-ce qui vous a montré l'implication de la France auprès des rebelles dès le début? Écoute, merci Théophile et merci également à ton équipe. Je suis venu au ministère de la Défense en 2002, non pas en 2002, mais en 2001. En 2001. Auparavant, j'étais directeur de la formation et de la pédagogie au ministère de l'Enseignement. Quand je suis arrivé, nous avons immédiatement commencé donc à réfléchir sur les grandes réformes, notamment sur la loi de programmation militaire, le projet de loi portant programmation militaire. Et c'est donc pendant que nous étions en train d'élaborer cette loi, ce projet de loi, qu'il y a eu la crise. En 2002. Alors, pour répondre précisément à la question, quand j'ai été nommé ministre de la Défense en 2002, je me suis rendu au premier bataillon à Ouélo pour visiter les lieux et voir un peu les équipements dont on pouvait disposer. Et je me suis rendu compte que nous avions quelques bitubes, ce sont des armes, quelques bitubes, au total de 18, je m'en souviens exactement, mais sans munitions. Sans munitions. Et donc, quand je suis rentré au bureau, j'ai appelé le général Bett, Emmanuel Bett, qui était à l'époque le responsable de la force du Côte d'Ivoire, pour demander, d'abord pour m'étonner du fait qu'on avait des armes, mais sans les munitions, et demander si, à travers la coopération française, on pouvait avoir donc les munitions nécessaires. Ces armes-là avaient été fournies par la France? Oui, oh oui. D'après ce que le commandant donc, de l'unité m'a dit, ces armes ont été données donc, par la coopération française. Donc, le général Bett m'a dit que il avait enregistré donc, ma demande et qu'ils attendaient donc l'Élysée répondre. Et donc, l'Élysée répond. Et puis, au fur et à mesure que la crise avançait, je veux dire, dans le même temps, eh bien, les rebelles, en tout cas, tiraient sur nous, prenaient les villes et tout. Et donc, j'ai insisté pour dire, écoutez, mon général, nous avons donc besoin des munitions. Et là, les munitions ne viennent pas. Ça, c'est la première remarque. La deuxième observation, c'est que au cabinet, nous avions des conseillers militaires français. Je pense par exemple au colonel Lostis, à l'époque, qui est devenu par la suite responsable de la DICOM. Je pense aussi au colonel Villong, et puis il y en avait d'autres. Et quand je suis sorti, le colonel comment s'appelle Lostis a dit, monsieur le ministre, cette crise, sa solution n'est pas militaire, elle est politique. Je ne sais pas. Lui qui est militaire, et normalement qui doit être intéressé par les questions militaires,
il me propose une solution de la crise qui est politique. Donc là, je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit en tout cas, si vous n'allez pas dans ce sens, la France va vous lâcher. C'est ce que le colonel Hostis m'a dit. Bon, à partir de là, donc j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. C'est vraiment pour répondre précisément à la question que je vous avais posée, qui montre que, bon, premièrement, alors que nous avions un accord de coopération militaire, je demande, en rapport justement avec les textes, je demande qu'on me donne les munitions, les équipements qu'il faut pour que l'armée puisse répondre donc aux besoins de la défense de la Côte d'Ivoire, attaquer. Et puis, un militaire qui doit me conseiller sur la question militaire me dit non, la crise n'est pas militaire. Comment dire, son règlement ne sera pas militaire, mais qu'il est politique. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Donc, c'est par la suite que nous avons vu que véritablement, il y avait quelque chose derrière par rapport à la France. Donc, sur les premiers éléments, c'est ça que je peux dire, que je peux avancer comme élément, pouvant mettre donc la puce à l'oreille. Bon, en fait, je n'avais pas de contact avec des militaires étrangers ou à l'étranger, voilà. Mais régulièrement avec les forces ivoiriennes, à travers leurs responsables, nous faisions beaucoup de réunions, nous discutions beaucoup pour voir comment... Donc, mais notre problème, c'était de voir où est-ce qu'on peut avoir les équipements nécessaires. Parce que l'armée n'était pas équipée, ça il faut le dire. Depuis la crise de 99, depuis le coup d'État de 99, il n'y avait plus rien au sein de l'armée. Toutes les unités étaient vidées, en tout cas, de leurs équipements. Donc, on avait des problèmes sérieux. Donc, quand il y a eu cette attaque, cette agression contre les institutions et l'État de Côte d'Ivoire, c'était vraiment un problème sérieux pour nous. Donc, nous, notre priorité, c'est d'abord chercher à savoir où trouver les armes, les équipements pour permettre à l'armée de jouer son rôle. Et c'est à ce niveau-là que nous avons été coincés par le refus donc poli, que je peux appeler le refus poli, de la part des responsables français qui étaient là. Bon. Donc à partir de là, il fallait maintenant chercher les voies et moyens pour nous équiper. C'était ça notre préoccupation. Mais dans le même temps, j'ai observé que des militaires qui étaient donc dans nos rangs, et non des moindres, se retrouvaient de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'armée. Je pense notamment au général, l'actuel général Bakayoko. Et je pense aussi à Guy Michel, cela. Et puis Karim, et bien d'autres. Donc, j'étais vraiment surpris. Donc, je me suis dit, ah tiens, donc dans nos rangs, il y a des taupes, ou j'allais dire, il y a des désertions dans nos rangs. Donc, il y a cela. Et puis, bon, au niveau de ceux avec qui nous travaillions, c'est-à-dire le général Boué, le général Bombé et bien d'autres, bon, il n'y avait pas de suspicion, puisque apparemment tout le monde était correct, chacun vraiment était prêt à jouer son rôle. Donc, sur les concernant, véritablement, en tout cas, j'ai vraiment rien à reprocher. Je crois qu'à part que notre véritable problème à l'époque, c'était d'avoir les équipements nécessaires. Après que bon, chacun a montré son visage, quoi. Voilà. Alors,
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un aspect du projet, du programme de défense-sécurité du président Gbagbo qui gênait la France pour qu'elle le lâche au début de la rébellion, qu'elle parie sur son renversement? Quand on regarde à l'origine du programme du FPI, est-ce qu'il y a eu des frictions sur les aspects de défense et sécurité? Oh, vous savez, le président avait un programme, en tout cas un projet de, je ne dirais pas un recadrage, mais de redéfinition même de la mission de l'armée. Et il faut savoir que notre armée a été créée donc, à l'origine, en 1960. L'armée ivoirienne a été créée à partir de deux pôles territoriaux, Bouaké et puis Abidjan. Ce sont vraiment les deux pôles essentiels. Tout simplement parce que les bases, comment dirais-je, coloniales, j'allais dire les bâtiments coloniaux, les bâtiments laissés par la colonisation, étaient localisés en tout cas dans ces villes. Et puis secondairement, il y a Daloa et Chokorogo. Alors, et donc, ce sont des villes qui sont à l'intérieur du pays et autour desquelles l'armée s'est formée progressivement. De sorte que cette armée-là a été orientée vers des missions de, j'allais dire, protection, de défense, des missions de défense, de riposte en cas d'attaque. Ce n'est pas une armée qui contrôle les frontières, une armée qui est à l'intérieur, un peu comme la police, donc, qui fait donc des missions de défense. Si bien que quand on est attaqué, on est obligé de nous regrouper d'abord, donc l'armée, avant de chercher à repousser les choses l'ennemi. Or, une armée qui n'a pas un souci de prévention des crises, mais qui est là pour encaisser et puis par la suite essayer de répondre, est une armée qui est véritablement vouée à être battue. Donc, nous avions ce problème-là au plan organisationnel. Deuxièmement, à partir de 1963, je dis 63 parce que 63, c'est la première grande crise où il y a eu l'affaire de la sûreté de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Mais après 63, il y a eu une double crise. Il y a eu 73, il y a eu jusqu'à 99 et autres. À partir de 63. La gestion de l'armée était devenue une affaire d'un triumvirat formé par le président de la République, le ministre de la Défense et le secrétaire général de la Défense qui dépendait donc du président de la République. Dans un souci de contrôle des crises et donc de contrôle de maîtrise de l'armée. Si bien que cette orientation a fait que on a oublié d'engager les véritables réformes. Les réformes, notamment, comment dirais-je, redéfinir la doctrine d'emploi des armées, redéfinir les vrais enjeux, les véritables enjeux et les missions de l'armée, mais on était plutôt enclin à contrôler, à maîtriser, donc contrôler, j'allais dire, les choses de l'armée. Et donc il y a eu des problèmes structurels que l'armée a illustré. Si bien que les réformes tendant à améliorer la condition des militaires ont été totalement ignorées. Donc, quand le président Gbagbo vient, pour lui, eh bien, il faut redéfinir donc la mission de l'armée. Faire de cette armée une armée qui véritablement est là pour défendre l'intégrité territoriale du pays, mais aussi une armée de développement. Une armée de développement. Faire en sorte qu'il y ait des professionnels,
mais en même temps, des gens qui peuvent demain réfléchir sur l'armée du futur. Hein. Donc c'est à tout cela qu'on était en train de réfléchir. Et c'est pourquoi, tenant compte dans un premier temps des questions liées à l'équipement, nous avons réfléchi sur la mise en place, en tout cas, d'un projet de loi portant programmation militaire. Pour ne plus avoir à financer l'armée n'importe comment, mais mettre ce financement dans un cadre précis, dans un cadre d'atteinte d'objectifs assez précis. C'était donc pour tout cela. Deuxièmement, il fallait aussi que cette armée soit une armée ivoirienne, parce que la sécurité, tout comme la défense, ce ne sont pas des produits importés. La sécurité, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. C'est celui qui se sent menacé qui s'organise et qui organise sa défense et sa sécurité. Je viens de dire tantôt que notre armée a fonctionné, et comment dirais-je, la Côte d'Ivoire a confié la gestion de son armée, en tout cas de sa défense, dans un cadre de délégation de compétences, en signant donc des accords avec la France et tout ça. Un pays ne peut pas vivre sans signer des accords, mais il faut que ce sur quoi on se met d'accord dans le cadre donc, de ces accords-là, il faut que ça profite véritablement au pays. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et que ce soit les accords du 24 avril 1961 signés entre la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays, dont la France, le Dahomey, le Niger, mais aussi l'accord d'avril ou de mai 65, qui définit les cadres, enfin le cadre et les conditions d'aide donc de l'armée par la France. Tout cela, eh bien, montre que la Côte d'Ivoire n'avait pas une maîtrise de la gestion de sa défense, en tout cas de sa sécurité. Donc, le président voulait recadrer tout ça, pas pour, comment dirais-je, couper définitivement avec la France, non, mais pour recadrer les choses, remettre ces accords sur table, pour qu'on puisse rediscuter des termes, de telle sorte que nous aussi, nous puissions en profiter, en tout cas au plan de la sécurité, mais également au plan du développement. Donc, je pense que c'est tout cela qui, certainement, n'a peut-être pas rencontré l'assentiment de ceux avec qui nous avons signé les premiers accords, mais c'est ce que je pense. Il y a certainement bien d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à la défense ou à la sécurité. Bon, en fait, donc en 2008, on a entendu parler d'une décision franco-ivoirienne de fermer le 43e Bima après les élections de 2010. Il y a une grande surprise, le Bima est encore là et visiblement il doit être réhabilité. Comment vous expliquez ça de la position de vous? Mais, vous savez, c'est d'abord le président Sarkozy qui, au cours d'une mission d'un voyage en Afrique du Sud, avait annoncé les couleurs. C'est lui qui avait décidé, à l'époque, de réduire les bases militaires en Afrique, et en Afrique francophone notamment, dont la Côte d'Ivoire. Donc, nous attendions, parce que pour nous, un accord signé entre un pays tiers, c'est de commun accord qu'on révise, n'est-ce pas, les termes de l'accord. Et dans ce cadre-là, nous avions donc produit un projet d'un nouvel accord depuis cette date-là, mais qui jusque-là n'a pas reçu de retour, n'a pas reçu de réponse. Et je crois que c'est avec l'avènement
M. Ouattara au pouvoir, que finalement, un nouvel accord a été signé. Ils appellent, je crois, une convention. Bon, jusque-là, on n'a pas les résultats, en tout cas, de ces accords. On ne les a pas, donc on ne peut pas dire que voilà ces accords, mais on espère que ces accords vont donc être publiés. Mais je vais dire que si le 43e Bima n'est pas parti, en tout cas n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que ce soit du fait du président Laurent Gbagbo. Voilà. Nous attendions qu'avec nos partenaires, on puisse discuter pour voir dans quelle mesure, s'il y a un départ doit être effectué, bien qu'il le soit. Les aspects de votre proposition, parce qu'en fait, a priori, c'est plutôt la métropole entre guillemets qui propose les accords de défense. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de votre proposition qui ont pu vexer, avec le recul, la France et Nicolas Sarkozy? Les aspects de nos propositions, oui. Dans le cadre... En 2008, vous avez fait un document pour leur avoir envoyé. Oui, par exemple, si je reviens sur les... Parce qu'il faut toujours faire un rétexte, c'est-à-dire un retour de l'expérience, par rapport aux accords passés. Dans le premier accord, notamment celui de 61, il est dit clairement, on prend l'article 3, article 3 et 4. Vous voyez là-dedans que, selon cet accord, la France a l'autorisation de disposer de l'ensemble de nos espaces stratégiques. Espace aérien, espace maritime, et tout ce que vous voulez. D'en disposer, comment dirais-je, d'entreprendre comment on appelle ça, disons, d'y entreprendre des activités, voilà, tout simplement. Et puis, dans le deuxième accord, dans l'accord complémentaire, si je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire celui de 65, il est dit là-dedans que la France, en cas d'attaque, en cas d'agression contre la Côte d'Ivoire ou contre de ses institutions, les militaires français n'interviennent pas. Mais, cependant, pour nous équiper, la Côte d'Ivoire est obligée de ne s'adresser que à la France pour avoir les armes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne nous défendez pas en cas d'attaque, mais au moment où on est attaqué, si on est attaqué et qu'on doit se défendre et qu'on n'a rien, on est obligé d'aller acheter les armes chez vous, en France. Sur le terrain, concrètement, comment ça s'est passé? Quand la Côte d'Ivoire a été agressée et que nous sommes rendus compte que nous n'avions pas les équipements qu'il fallait pour répondre, on s'est adressé à la France pour avoir, conformément à ce que donc disaient les accords, pour avoir les équipements qu'il faut. On nous a opposé un refus. Donc là, on fait comment? On va rester là pour être tué? Donc, voilà le problème. Alors, dans ce que nous avons donc proposé, c'est de nous permettre donc de nous adresser à d'autres personnes et donc de multiplier la coopération avec, non seulement avec la France, mais avec d'autres pays, avoir d'autres pays comme, comment dirais-je, comme je partenaire. Ça déjà, c'est quelque chose d'important. Là où, de façon exclusive, on devait s'adresser à la France, on demande qu'on puisse également diversifier notre coopération en matière de défense et de sécurité. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et dans l'accord de 1961, il y avait une question des ressources naturelles, notamment du sous-sol qui était réservé en priorité à la France. Est-ce que dans votre projet de 2008, vous aviez supprimé cette... Non, mais bien sûr, on ne peut pas appeler ça. Ils sont reformulés en fait dans l'accord de 1961. Oui, c'est-à-dire que l'accord de 1961
prévoyait que la France donc, ait accès à toutes nos ressources, hein, et ces ressources ont été abondamment citées dans l'accord. L'or, le lithium, manganèse et tout ce que vous savez a été cité. C'est ça que la Côte d'Ivoire était obligée de permettre à la France, disons, d'extraire. Mais en retour, on n'a rien. Donc, nous avons proposé que cette disposition-là soit abrogée et permettre à la Côte d'Ivoire de développer selon ses capacités, selon ses ambitions, ses ressources, de les extraire et de les vendre à qui elle veut. Voilà. Je crois que ça aussi, c'est un changement fondamental. Bon, je ne sais pas si dans le nouvel accord qui a été conclu, si cette disposition-là ou l'ensemble de ces dispositions ont changé. Voilà. Justement, Nicolas Sarkozy avait dit que le nouvel accord serait rendu public. Il n'est toujours pas rendu public. Effectivement, le président français Nicolas Sarkozy avait dit à l'époque, juste après la signature de ces accords, de nouveaux accords de 100 ans, que ces accords allaient être publiés, partagés donc dans l'opinion, mis à la disposition donc, du grand public. Bon, jusque-là, ça fait quand même quelques mois, on n'a pas encore vu la publication de cet accord. Bon, nous espérons que ces accords vont être effectivement publiés, ratifiés par l'Assemblée nationale et puis bon, être publiés, être mis à la disposition de tout le monde pour que on voit là-dedans que ce qui a été écrit est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que cette question-là s'adresse d'abord à ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui doivent recevoir ces accords et les mettre à la disposition du public. Quel est le regard que vous portez sur la situation, non seulement la situation, mais ce qui transparaît comme la politique sécuritaire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous êtes un spécialiste, vous avez une expérience riche, parce que 10 ans d'expérience militaire au plus haut niveau de l'État pendant une guerre, ça fait 30 ans d'expérience en temps de paix, donc vous pouvez lire la situation aujourd'hui. Écoutez, moi en tant qu'aujourd'hui observateur de la situation, pas seulement sécuritaire, mais de la situation globale de la Côte d'Ivoire, j'avoue que les choses sont très difficiles. Le pays vit véritablement un enfer. Au plan sécuritaire, serait-ce qu'à ce niveau, le pays vit un enfer. Voilà un pays, un petit pays, sous-développé, où la sécurité est co-gérée par au moins 4 à 5 forces armées. Il y a les FRC, qui est un conglomérat de rebelles, les rebelles de Soro, auxquels il faut ajouter tous les coxers, et enfin tout ce que vous voulez, qui sont venus de la coxers, les chargeurs de véhicules, voilà, les mécaniciens, il faut ajouter tout cela, qui sont venus combattre pour Ouattara. Donc, il y a donc cette armée-là, auquel il faut ajouter également les déserteurs de l'armée ivoirienne. Donc, il y a ceux-là, pour lesquels le président Ouattara a publié un décret, je crois, le 17 ou 18 mars 2011, pour créer les FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il y a les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, on dit qu'on a supprimé, mais en réalité, la gendarmerie
la police, les FANSI existent. Ceux-là, à la différence des premiers, donc des FRC qui sont armés, ceux-là, ils ne sont pas armés. Donc, ils sont une force. À ceux-là, il faut également ajouter la force du corps, la force française. Ensuite, les forces onusiennes, parce que dans les forces onusiennes, nous faisons la différence entre comment dirais-je, la force du corps et les autres forces onusiennes en Côte d'Ivoire. Les Bangladeshis, les Togolais, tout ça. Et puis, à côté de cela, il y a une partie de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé et les jeunes burkinabés avaient renvoyé environ 600 personnes. Eh bien, une bonne partie de ce contingent est venu en Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité du président de la République. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire les paye. Ça fait déjà 5 groupes. Bon. Et puis, maintenant, à tout cela, il faut ajouter toute la confrérie d'Ozo, qui constitue une armée à part. La confrérie d'Ozo. Enfin, les Dozo, si tu veux, c'est une confrérie, un groupe donc, de personnes appartenant à une tribu particulière, venues donc du nord, au-delà de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, et donc qui sont venus en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette crise-là, qui ont été armés et qui sont là. Généralement, ils ont des fusils calibre 12, mais leur équipement, dans le cadre de la crise, a été modernisé. Donc il y en a qui ont des calages et tout ça. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez trouver dans toutes nos brousses les deux autres qui sont là-bas et qui font la loi. Donc, voilà un petit pays où la sécurité est co-gérée par au moins 6 forces d'armée. Et à côté de cela, toutes ces forces, et donc du fait justement de cette multiplicité de forces, évidemment, il y a une multiplicité, évidemment, de, comment dirais-je, de responsables. Hein, de responsables, parce que chaque force s'adresse à son responsable. Si bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'Abidjan seulement, Abidjan est subdivisé en plusieurs zones de sécurité. Il n'y a pas un chef unique de l'armée de Côte d'Ivoire. Bien qu'il y ait un chef d'état-major, tous ces gens-là, ils ne contrôlent rien véritablement. Et ça se manifeste comment, cette absence de contrôle? Mais cette absence de contrôle se manifeste par les violations quotidiennes des droits des citoyens, des droits de l'homme. À chaque rue, vous pouvez être abattu sans ménagement. Étant chez vous, on peut venir vous agresser et devant vous, on peut faire ce qu'on veut de votre famille. On peut vous extorquer votre bien, on peut vous faire descendre de votre véhicule, prendre votre clé et partir. On peut vous chasser de votre maison et mettre votre famille et vous-même dans la rue, et les maisons peuvent être occupées pendant longtemps par ces personnes-là, sans même que quelqu'un, disons, vienne leur dire arrêtez cela. Non. Et ça continue. Vous voyez, c'est ça qui est la situation en Côte d'Ivoire. Dans nos villages aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine là, à Ouagadougou, les deux autres ont tiré sur une femme enceinte. Elle est morte. Et on n'a rien fait à ces personnes. Et ces genres d'exemples sont multipliés par 1000 dans le pays. Donc, c'est ça qui est un problème. Évidemment, quand dans une telle situation, les populations ne sont pas en sécurité, ils n'ont pas évidemment la sérénité nécessaire pour vaquer à leurs occupations, cela va se sentir, va se ressentir sur le développement économique, sur l'économie. Si bien qu'aujourd'hui,
les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, tout le monde a peur. Même les investisseurs étrangers ont peur de venir en Côte d'Ivoire. Donc, voilà le problème de la multiplicité, en tout cas des pôles de sécurité en Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à cette situation. Et on peut y mettre fin. On peut y mettre fin. Pourvu qu'on ait un peu de la bonne volonté, on peut y mettre fin. Vous avez été au cœur de tout ce qui s'est passé en novembre 2004. En novembre 2004, le président Chirac a accusé le président Gbagbo d'avoir tué délibérément des soldats français. Et il a répliqué, entre guillemets, en détruisant une bonne partie de l'arsenal militaire français, ivoirien, notamment la couverture aérienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les aspects les plus saillants de cette histoire de novembre 2004, de cette histoire difficile des relations militaires entre la France et la Côte d'Ivoire? Je ne peux pas raconter ça parce que, personnellement, je n'étais pas présent en Côte d'Ivoire. Voilà, j'avais une mission à l'étranger, donc je suis parti le 3 novembre. Donc j'étais à cette mission-là quand il y a eu les événements à Abidjan. Et je ne suis revenu que le 8, disons le 9 au matin. Et j'étais à la résidence quand le président Thabo Mbeki est venu en Côte d'Ivoire et à l'aéroport, les militaires français ont failli donc disons bousculer un peu son cortège et le cortège a brutalement réagi pour dire que bon que le président avait une mission ici pour parler au président Gbagbo et donc ici là c'est pas sur le sol français et donc l'affaire s'est décantée et puis bon il est venu à la résidence. J'étais ce jour-là à la résidence quand à l'hôtel Ivoire, les forces militaires françaises ont tiré sur les Ivoiriens qui étaient là. Au moment même où je sortais de la résidence, les jeunes gens transportaient le corps d'une des personnes qui a été effectivement fusillée ce jour-là. Mais je vais dire que mon sentiment personnel sur ce qui s'est passé en 2004, d'après ce qui m'a été donc rapporté, les premiers moments de ces attaques se sont très bien passés, le 3 et le 4. Il y a eu même un communiqué des Nations Unies. Les attaques de l'armée ivoirienne? Oui, de l'armée ivoirienne, puisque l'opération Dignité consistait à reprendre Bouaké, et si on ne reprenait pas Bouaké, mais au moins inquiéter ceux qui y ont créé un kyste, de telle sorte qu'ils acceptent véritablement à aller à la table des négociations. C'était donc le but. Et donc, cette opération, qui a été baptisée Opération Dignité, Opération chez César, quand ça s'est passé, les premières deux attaques, les premières et deuxième attaques, ont été couronnées de succès. Et surtout qu'à l'époque, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire avait même publié un communiqué dans lequel, eh bien, elle disait que les frappes ivoiriennes, de l'armée ivoirienne, ont touché des objectifs militaires. Donc, on a vu que c'était vraiment, ça s'est très bien passé. Et puis, on n'a plus rien compris. Comment, alors que les opérations qui sont menées jusque-là se sont soldées donc par des succès, eh bien, le 6, subitement, on parle d'une attaque de la base militaire française basée à Bouaké, où on tue. Au départ, il y avait, je crois, 9 Français, plus un Américain, je crois. Un Américain. C'est le communiqué qui a été balancé. Et puis par la suite, on n'a plus entendu la question concernant l'élément américain.
Ça a été oublié et c'est resté maintenant sur les militaires français qui ont été tués. Bon. Quand il y a une situation qui se passe, et je rappelle qu'à l'époque, j'avais été interrogé, je crois, par une radio, et j'avais dit qu'il fallait que les autorités françaises envoient une équipe ou des équipes. Nous, on prend des équipes et on va faire des enquêtes pour voir la réalité, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Mais évidemment, les gens n'ont pas voulu m'écouter, c'est-à-dire ceux qui voulaient absolument faire porter le propre à la Côte d'Ivoire et au président Gbagbo n'ont pas voulu écouter. Donc, la presse internationale, et les presses françaises notamment, s'en sont saisis pour accabler le président Gbagbo, tout. En pareille situation, on fait venir des enquêteurs, on fait une enquête, on situe les responsabilités. On voit même les corps, puisqu'avant ça, je me rappelle bien, il y avait des militaires français qui avaient été, je crois, tués, un ou deux, je crois à Mao ou à une chose du côté de chez Yamoussoukro. Ces éléments-là, eh bien, ils avaient été présentés au Bima. J'étais à cette cérémonie avant que on ne rapatrie les corps. Mais pour les événements de 2004, rien de tout cela. On nous a dit que les Français sont morts, les militaires français sont morts, on a pris et puis hop. Ce qu'on a vu, c'est qu'à la télévision française, il y a eu une grande cérémonie aux Invalides. Et puis, par la suite, pour revenir encore en arrière sur ces événements, le 6, donc, immédiatement, quand cet événement s'est produit, quand cette situation donc, a eu lieu, on a ordonné, le président Jacques Chirac a ordonné la destruction de l'arsenal militaire ivoirien, notamment de toute la flotte aérienne. Des avions qui étaient stationnés à la base aérienne ont été saccagés à coups de hache. Non seulement les avions qui ont été saccagés à coups de hache gratuitement, donc ont été, j'allais dire, dans leur totalité, détruits, mais on n'a pas pu trouver les boîtes noires. Tu comprends ça? Même les avions. Mais les militaires français, le général Bétécha avait dit qu'il n'y a pas de boîte noire dans les Mi-24. Moi, je ne suis pas un technicien des avions, mais au moins, il y a au moins quelque chose qui montre que, qui enregistre au moins, en tout cas, les événements qui se passent sur un avion ou dans un avion. On n'a pas pu trouver tout ça. Un avion qui est assis, qui est arrêté, qui est stationné. On détruit tout et on ne trouve pas l'élément qui permet de savoir ce qui s'est passé. Tout ça. Même les avions qui tombent dans l'eau, on cherche et on trouve. Donc il y a ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous les avions que nous avons achetés à l'étranger. Est-ce que vous voyez? C'est tous les avions que nous avons achetés à l'étranger. Pourquoi? En dehors de la France. Oui, en dehors de la France, je s'entends. C'est ça. Ça veut dire que, bon, parce qu'ils ont été détruits parce que, bon, on ne les a pas achetés en France. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu cette façon, j'allais dire, cavalière de régler les problèmes. Nous, on n'a pas de problème avec la France. Pourquoi les gens nous traitent comme ça? On n'a pas de problème avec la France. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a vécu une coopération assez franche, même si, bon, bien souvent, c'est nous qui sommes sortis perdants donc, dans cette affaire. Mais quand même,
les choses sont restées en l'état sans qu'on se plaigne. Au moment où Laurent Gbagbo arrive au pouvoir et veut vraiment récupérer les leviers de développement de la Côte d'Ivoire et donc mettre en place une armée capable effectivement d'assurer l'intégrité du territoire et d'assurer de protéger l'économie, les populations et le développement, eh bien, on vient détruire, n'est-ce pas, tout ce projet. On vient nous saccager, comme si, bon, on était des bons à rien, des gens qui n'ont fait, qui n'ont eu aucune formation, qui n'ont fait, qui sortent de la jungle, de la brousse, qui n'ont rien en tête et qui viennent tout gâcher. Non. Non. On a un projet pour la Côte d'Ivoire que porte le Baba. On veut mettre ça en œuvre et voilà tout ce qui se passe. Donc c'est nous qui sommes étonnés de la façon dont la France, pays démocratique, pays envié par tout le monde, de la façon dont ses dirigeants nous traitent. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a dit dans son document de présentation des charges contre le président Gbagbo qu'il avait mis en place une politique pour persécuter une partie de la population, que c'était l'objectif, une politique sécuritaire donc pour persécuter une partie de la population sur des bases tribales et des bases religieuses. Vous avez été donc son conseiller de défense. Si on vous demande d'aller là-bas pour contester cette affirmation, qu'est-ce que vous dites de manière précise avec des points clés, argumentés? Qu'est-ce qui montre que, selon vous, il n'y a pas eu une volonté de persécuter une partie de la population, mais de sécuriser un territoire attaqué? D'abord, d'un point de vue général, j'ai parcouru les 48 pages de choses du document de M. Ocampo. La première impression qui s'est dégagée en moi, je me suis dit, mais ce monsieur, il prend la Côte d'Ivoire comme un territoire qui se trouve en dehors de la planète Terre, qui se trouve quelque part sur une autre planète, où deux groupes d'individus se retrouvent, ils se disputent cette partie du chaud territoire, et puis bon, il y en a un qui a eu l'appui de ses amis, et donc qui vient, qui remporte, et puis, eh bien, on accuse l'autre, les autres n'ont rien fait du tout. C'est-à-dire quoi? On prend la Côte d'Ivoire comme un pays qui n'a pas de loi, qui n'a pas de constitution, qui n'a pas de président de la République, qui n'a pas de gouvernement, mais où des gens se retrouvent, ils se battent, et puis bon, il y en a un qui prend. C'est comme ça que moi j'ai vu les choses. Parce que quand tu considères la Côte d'Ivoire comme un pays, c'est-à-dire comme un territoire organisé, tu ne peux pas faire un tel document. La première base de raisonnement, c'est la loi. C'est la loi, c'est la constitution. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays organisé, un pays qui a une constitution, un pays qui a un président de la République? Si c'est oui, alors raisonnons sur cette base-là. Quand tu raisonnes sur cette base, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui était président qui était là. Et il y a des gens, il y a des groupes de gens qui sont venus l'attaquer. Et maintenant, tu fonces, en tout cas, tu vas plus loin dans ta démonstration. Sinon, quand vous prenez tout le document de M. Ocampo, enlevez dans le document, là où il a vu le Gbagbo là, enlevez seulement le nom Gbagbo. Enlevez ça. C'est-à-dire, rien que le nom Gbagbo là, vous enlevez ça. Et puis vous mettez Ouattara. C'est tout ce que Ouattara nous a fait. C'est ça qu'il a collé en Gbagbo. Sinon, on parle de politique. Gbagbo, concevoir une politique d'extermination de son peuple, de quel Gbagbo on parle? C'est pas Gbagbo Laurent, ça. Gbagbo Laurent a fait la politique quand il avait à peine 19 ans. Voyez-vous? Son cheminement, là, tout le monde le connaît, toute la Côte d'Ivoire le connaît. Et tout ce qu'il fait,
C'est écrit. C'est écrit. Tout ce qu'il va faire, là, il écrit ça. Ses ouvrages sont nombreux sur la politique. Côte d'Ivoire, comment dirais-je, d'abord sur sa thèse, hein, les ressorts économiques, donc la Côte d'Ivoire, de 47 à 50. Ensuite, il y a eu l'alternative démocratique, il y a eu, comment dirais-je, bâtir la démocratie, enfin, comment dirais-je, bâtir la paix sur la démocratie et les choses, et la paix. Ensuite, il y a eu agir pour les libertés. Je veux dire que le président Gbagbo, hein, a documenté son itinéraire. Tout a été prévu. Dans la manière dont les forces de défense et de sécurité ivoiriennes étaient organisées, qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas dans un objectif répressif, mais de répression d'une partie de la population civile? Parce que c'est ça qui... Oui, mais on ne peut pas organiser une armée pour réprimer une partie de la population civile. Ça n'a pas de sens, je veux dire. Je veux dire qu'il y a une armée républicaine qui est là. Est-ce que vous voyez? Qui est organisée pour, comment dirais-je, gérer la vie de la nation, la vie de toute la population, la vie des activités économiques et autres. Et des gens sont venus agresser cette armée. Cette armée répond avec les moyens que l'État a mis à sa disposition. Est-ce que vous voyez? Voilà. Une armée ne peut pas se lever pour aller écraser telle population. Non, l'armée était organisée. Je n'ai pas vu dans cette armée-là un surnombre des membres de la famille de Gbagbo. Je n'ai pas vu un surnombre des chrétiens, parce que Gbagbo était chrétien. Je n'ai pas vu un surnombre chez l'évangéliste, parce que Gbagbo était évangéliste. Non. Quand vous regardez cette armée et ses différents responsables, eh bien, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans l'armée ivoirienne. Hein? Mangou n'est pas bêté. Casaranté n'est pas bêté. Le général Kadio, comment dirais-je, des forces aériennes, il n'est pas bêté. Est-ce que vous voyez? Et il y en a plein comme ça. Dans toute l'armée. Deto Leto, hein, qui était un des responsables. Il ne vient pas de maman. Doumbia, hein, colonel Doumbia, qui dirigeait le chef bataillon d'Aguelo. Il ne vient pas de Gagnon, il ne vient pas de maman. Donc c'était une armée où toute la Côte d'Ivoire se retrouvait. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas donc créer une armée sur la base ethnique. Comme cela se fait aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Donc c'est archi faux. Aujourd'hui, c'est sur la base ethnique. Aujourd'hui, il suffit de voir qu'aujourd'hui, toute l'armée ivoirienne, c'est même pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara qui l'a dit. Il dit qu'il fait du rattrapage. Et quand tu vois la tête de l'armée, là, il n'y a que des, je sais pas moi, enfin, il faut bien voir. Tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, c'est eux qui se retrouvent à la tête de l'armée. Ils n'ont reçu aucune formation militaire, policière. C'est eux qui se retrouvent à la tête de l'armée ivoirienne. Donc, on ne peut pas comparer la situation de l'armée gérée par Gbagbo Laurent à celle qu'on observe aujourd'hui. On ne peut pas dire que Gbagbo a mené une politique pour rien que pour exterminer une partie de la population. C'est faux, c'est archi faux. C'est faux parce que, je vais dire que Laurent Gbagbo, dans son cheminement, hein, il n'a pas prévu justement aller exterminer la population ivoirienne. Ce n'est pas possible. Tout son projet de société, tout ça, tout est écrit. Il y a une histoire et les documents existent. Non seulement dans les faits, enfin dans ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Il y a les écrits qui montrent qu'il y a un programme, un projet de jeu de société que le Fonds populaire a élaboré grâce à lui. Un projet, comment dirais-je, de gouvernement. Tout ça, ça existe. Donc, quand on dit qu'on a élaboré
une politique, on a mis en place une politique pour tuer les gens. Je ne sais pas comment on va interpréter ça, mais c'est faux. Sur Gbagbo, là, ce n'est pas possible.